Bon, et bien, bienvenue sur les podcasts Contrôle Pass. Troisième épisode aujourd'hui, quatrième épisode, pardon. Je suis déjà perdu. Quatrième épisode des podcasts Contrôle Pass. Aujourd'hui, on a déjà Julien qui est avec nous. Bonjour à tous. Bonjour Julien. Et on a avec nous aujourd'hui Bryce Acebal. Bonjour à tous, merci Julien, merci Jérémy d'être invité, c'est un grand plaisir d'être ici. Merci à toi et merci à toi. Et déjà on passe un petit bonjour à Pierre, Pierre Mazet qui nous a mis en lien ensemble. On lui passe un bonjour, je sais qu'il va écouter le podcast peut-être même en premier. Donc merci à toi déjà de nous accorder du temps. On se le disait, aujourd'hui on voit sur les réseaux beaucoup de conférences qui passent, beaucoup de webinars. En France, on en a très très peu. Culturellement, je ne sais pas si on est ouvert vers le partage. Et là, aujourd'hui, tu nous permets de partager. Et il me semble que c'est toi qui étais à l'initiative des conférences Construire el modelo del juego, je crois, sur Twitter, c'est ça? Hablemos de football, oui, construire le juego. Est-ce que tu vas te présenter un petit peu pour les éducateurs qui nous écoutent, et si après tu peux nous en dire plus un petit peu sur l'initiative que tu avais entamée. Ok, moi c'est Bryce Acebal, j'ai 27 ans. Je travaille à Madrid. En fait, je suis des Astéries, je suis pas de Madrid. J'ai fait mes études là-bas, des études de sport, et après j'ai continué avec mes licences d'entraîneur. Et maintenant, je suis professeur à la Fédération de Madrid. Là-bas, c'est un petit peu différent. On donne pas les licences comme pas centralement, c'est pas l'espagnol, c'est chaque région. Et je suis professeur de méthodologie et tactique. Et après, cette année, c'était la 4e, 5e, je crois. J'ai entraîné en U19. C'est laquelle j'ai entraîné le plus en nationaux. Mmh. Et bon, oui, en termes de la charla, on disait comment les conférences. En fait, quand tout truc de la quarantaine, on a commencé ici en Espagne. C'est vrai que chez nous, normalement, on est vraiment ouvert au partage. C'est un truc peut-être culturel. Et c'est aussi comme ça que je crois qu'on réussit à avoir autant de niveau d'entraîneur en Espagne. Alors, quand tout le truc de la quarantaine a commencé, on s'est dit de faire quelque chose qui nous permettrait de continuer, de ne pas nous arrêter. Alors, en fait, l'idée originaire, c'était essayer de faire des petites conférences, pas juste pour parler, des petites conférences, en mettant un entraîneur du bon niveau, Ligue Pro, deuxième division, si on avait, avec un autre entraîneur plus jeune qui n'était pas maintenant dans ces divisions, mais en fait, qu'ils avaient les connaissances pour pouvoir partager, pour pouvoir dire des trucs bien intéressants. Et je me suis mis en contact avec une personne, il s'appelle José Alberto. C'était l'entraîneur de Sporting de Gijón, le club de ma ville, deuxième division. Je ne sais pas si vous connaissez le club, mais il y a 5-6 ans, on a mis gagner Real Madrid à Madrid. Et je me suis mis en contact avec lui parce que je le connaissais d'ici de Gijón. Et on est arrivé à l'idée de lieu de faire des petits webinars, de faire tertulia, c'est pas comment dire en fait, mettre 4 personnes en mettant des entraîneurs plus top et entraîneurs qui étaient top, mais pas dans ce moment-là dans le professionnel, et faire pour parler en direct et permettre les gens de leur poser des questions. Alors, au lieu de dire qu'est-ce qu'on allait parler de début, voir comme la propre conversation et elle allait par là ou par là-bas. D'accord. Alors, c'était ça l'idée. Et vraiment, ça a été vraiment bien. On a eu beaucoup de visualisations et on était bien contents de ce que c'est fini. Écoute, on te félicite pour cette initiative. Aujourd'hui, nous, c'est vrai qu'on a tous un petit peu de temps et on aimerait tous un petit peu ouvrir nos connaissances, ouvrir un petit peu le champ des possibles. Et aujourd'hui, on va essayer, nous, tant bien que mal, on essaye un petit peu avec les podcasts Contrôle Pass, justement, de donner un petit peu d'informations. On a apprécié ton profil. Quand Pierre nous en a parlé, tout de suite, on s'est un petit peu jeté sur l'affaire pour discuter un petit peu avec toi. Comme tu disais, tu es responsable de la méthodologie. Aujourd'hui, nous, c'est quelque chose qui, en France, n'est pas vraiment mis en place. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu les missions, l'intérêt du département méthodologie au sein de ton club et au sein d'un club de manière générale en Espagne? Moi, comme je comprends la méthodologie, en fait, c'est comprendre comment est-ce qu'un joueur apprend.
Parce qu'en fait, je crois que beaucoup de fois, on parle d'une méthodologie ou une autre, et quand on est très fort sur une méthodologie, pour moi, certaines fois, on oublie on oublie certains outils que dans certains moments, ça peut être intéressant. Par exemple, il y a une mode en Espagne de ne jamais travailler en tant qu'analytique. D'accord. Moi, par exemple, je comprends, je crois que dans certains moments, cela peut être intéressant pour communiquer quelque chose. Mais pourtant, si tu me dis, par exemple, moi, je veux travailler analytique pour travailler la technique, alors là, je te dis, c'est pas la forme la plus efficace de motrissement, est-ce qu'on dit comme ça? De la motricité? En termes de motricité, aider ton joueur à se développer le plus. Parce que tu lui enlèves l'opposition, tu lui enlèves la prise de décision. Mais si toi, comme entraîneur, tu connais un concept et tu veux tu veux expliquer le concept au joueur, ces joueurs-là, ils vivent aussi, on dit comme ça. S'il vit, ressentir. S'il ressent ce concept-là, par exemple, à troisième homme, si tu es capable de lui expliquer quand est-ce qu'il doit faire et pourquoi est-ce qu'il doit faire, le présenter sans une prise de décision va favoriser qu'après dans le jeu, il va reconnaître ce qu'il y a autour de lui et prendre ses décisions. Alors, en termes de parler de méthodologie, je ne crois pas sur une méthodologie en concret. Je crois beaucoup en connaître le jeu. Et moi, comme entraîneur, quand je connais le jeu, j'aide mon joueur avec tous les outils que j'ai à être le mieux qu'il puisse en tant que motricité, en tant que prise de décision, en tant que développement de toutes les capacités qu'un joueur peut se prendre pour jouer. Alors, c'est un petit peu comme ça, comme moi, je comprends la méthodologie. D'accord, ok. C'est vrai qu'en France, c'est pas évident, nous, d'envisager tout ça, parce qu'aujourd'hui, on fait confiance qu'à l'éducateur, tu vas former tes joueurs, et ce qui fait que chaque catégorie va avoir sa méthode de l'éducateur en fonction de la personne. Et si le joueur change d'éducateur, il change de méthodologie, et des fois, il y a un bouleversement qui est complètement radical. D'une année à l'autre, l'enfant n'a pas de continuité, et c'est aujourd'hui, dans nos clubs amateurs, peut-être quelque chose à corriger. La question que moi, je veux te poser, c'est que selon toi, qu'est-ce qui est le plus important pour un joueur et pour un éducateur? C'est de comprendre le jeu ou de comprendre le modèle de jeu qu'on essaye d'implanter aux joueurs? Est-ce que vous connaissez Rubén de la Barrera et Abel Mourelo? Je ne sais pas si vous le connaissez. Si tu étais aussi dans les... Eux, ils parlaient au lieu de modèle de jeu, le jeu comme modèle. Et moi, j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup comment est-ce qu'ils disaient, parce qu'en fait, certaines fois, quand on parle de modèle de jeu, on le comprend comme quelque chose fermé, et comment est-ce que tu dois faire les choses. Et eux, ils parlaient de modèle de jeu comme qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que le jeu en tant que maintenant, qu'est-ce que j'ai comme rival, qu'est-ce que le jeu me permet de faire, et comment est-ce que, dans toutes les possibilités que le jeu me permet, je vais essayer d'adapter mes capacités à ce que je peux, ce que je dois faire. Alors pour moi, le plus important, c'est de comprendre le jeu, carrément. Je ne crois pas du tout dans des modèles de jeu fermés et toutes les structures du club en tant que développer le même modèle de jeu, parce que je crois que quand tu donnes à un joueur ce qu'il doit faire, tu dois faire tout le temps cela. Je crois que quand tu perds la capacité de décider qu'est-ce que tu dois faire dans quel moment, tu vas pas comprendre et tu ne vas pas savoir pourquoi est-ce que tu fais les choses. Alors quand les trucs ils vont changer, tu ne vas pas avoir la capacité de réagir. Et je crois que dans le foot, c'est le plus important. En fait, c'est 11 contre 11. C'est un sport très très complexe en tant que la complexité, ce que c'est. C'est pas un sport linéaire, c'est pas un sport que c'est facile de l'encager. Alors, on dit comme ça de l'aborder, de l'apprivoiser. Oui, en fait, certainement, je traduis. Oui, il n'y a pas de problème. On le comprend très bien. Oui, mais en fait, de l'envisager d'une forme fermée. En fait, c'est un jeu ouvert. Et si tu n'as pas la capacité de décider en tant que ce que tu as autour, je crois que comme joueur, tu es moins bon de ce que tu pourrais être. Parce que tu as moins
on dit comment, recursos de solutions. Toi, comme joueur, tu peux avoir 2-3 solutions comme dans ta capacité, où tu peux ouvrir cela. Alors, moi, comme entraîneur, j'aimerais bien que mes joueurs soient capables de répondre dans toute l'amplitude que le jeu permet. D'accord. Et toi, cette philosophie un petit peu du jeu de position, entre la compréhension du jeu et la compréhension du modèle de jeu, où tu situes un petit peu ce jeu de position dans la liberté du joueur, de ses choix, mais tout en respectant certains principes un petit peu de ce modèle de jeu, comment tu envisages, toi, le jeu de position là-dessus? Alors, en fait, moi, je crois que pour communiquer aux joueurs tous les principes, tous les concepts, tous les fondements du jeu, moi, je me sers beaucoup de les structures du système. Parce qu'en fait, on dit souvent que c'est qu'un numéro de téléphone. Moi, particulièrement, c'est beaucoup plus que ça, parce que je crois qu'en fait, comment est-ce que tu organises les joueurs? Ils vont faire, comment est-ce qu'ils vont se relationner entre eux? C'est pas le même truc que tu mets 2 personnes avec ces capacités d'une façon horizontale ou comme ça. Pour moi, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil les espaces que tu occupes. Si tu joues 1-2, si tu joues 4 milieux, si tu as tes ailiers ouverts, si tu as tes ailiers fermés. Pour moi, c'est pas du tout pareil en tant qu'espace et intervention. Alors, pour moi, je pars, disons, en fait, en train de parler dans des autres catégories, pas dans des petits. Je pars du système, de la localisation, comment est-ce que vous disiez-vous? Position. La position. Oui, de la position pour comprendre comment est-ce qu'ils doivent intervenir. Après, quand on parle de jeu de position, il y a un auteur en handball, c'est lui qui a commencé à parler de jeu de position. Il s'appelle Juan Anton, c'est des livres de 1980, un truc comme ça, 90. Et en fait, moi, j'adore ces livres-là quand j'ai pu les lire parce que ça nous dit, nous, comme foot, des années en retard qu'on était pendant des autres sports. En fait, lui, il parle, le jeu de position, en fait, positionnement, c'est rester dans la position et jouer depuis ta position. Et après, alors toi, comme joueur, tu peux avoir 2 comportements. Tu peux rester, tu peux te bouger. Alors, si tu vois, par exemple, les équipes de Guardiola, au début, ils sont beaucoup plus positionnels qu'après dans les 2e, 3e années. Pourquoi? Parce qu'en fait, garder un ordre collectif en tant que si tu restes dans la position, c'est plus simple à comprendre que si tu bouges. En fait, bouger tous les joueurs dans un ordre, c'est quelque chose de vraiment difficile. Mais de l'autre côté, si tu es capable d'arriver à ce point-là, c'est-à-dire de créer une structure avec un ordre concret, mais avec beaucoup de mouvements, cela c'est très 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 difficile à défendre. Alors moi, je dirais en tant que haute catégorie, plus important c'est communiquer ce que tu veux, être capable d'ordonner les capacités de tes joueurs et faire, on dit capacidades emergentes, en français je sais pas le dire, mais c'est en fait capacidades emergentes. Oui. C'est-à-dire moi j'ai des capacités, je joue avec toi, tu as des autres capacités, mais ce qu'on est les 2 ensemble, c'est plus que toi et moi séparés. Alors moi, comme entraîneur, je dois chercher l'organisation que ça va faciliter que les capacités collectives soient les plus puissantes possibles. Je vais essayer de traduire, enfin pas traduire, mais en France, on parlait souvent de mettre les 11 meilleurs joueurs, et après on s'est dit qu'il fallait mettre finalement les joueurs qui, quand je les assemble, vont dégager autre chose. Comme on dit, le tout est plus que la somme des parties, on parle souvent de ça, et c'est un petit peu ce que tu dis, c'est de créer une synergie entre les joueurs. Et ce que tu dis... oui, c'est ça le mot. Ce que tu dis complète vraiment ce que disait Mario Danos et Pierre sur le podcast d'avant, où ils nous parlaient de jeu d'emplacement, et qu'après on est plutôt sur un jeu d'avantage. Quand je suis capable de me déplacer, je suis sur un jeu d'avantage, mais je pense que ça demande une expertise de l'entraîneur et des joueurs qui est plus haute. Et comme tu disais, City au début, on occupe les 5 couloirs, et maintenant on a Kyle Walker dans le couloir 5, et après finalement on a David Silva, on a De Bruyne des fois, et finalement ça demande déjà de comprendre peut-être le modèle de jeu du jeu de position, pour après passer sur un jeu plutôt, Mario disait, un jeu d'avantage un peu plus. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et en fait, l'objectif quand tu joues, c'est de marquer un but. En fait, dans chaque classe ou chaque conférence quand je fais, je pars tout le temps de ça parce que parfois on oublie le but.
Et quand tu construis une structure, quand tu construis une manière de progresser, l'objectif, c'est pas un troisième homme, c'est pas le libre, c'est pas l'avantage, c'est marquer un but. Alors, quand en fait, tu penses comment est-ce que je peux arriver au but, comment est-ce que les capacités de mes joueurs me permettent d'arriver au but, c'est là que tu commences à construire tous les avantages, tous les jeux de position, toutes les structures, tout ce que tu veux. Mais c'est partir de cette compréhension-là pour après aller. Parce qu'en fait, parfois, on observe que tu vois des exercices, un exercice pour le troisième homme, un exercice pour le libre, un exercice pour... cela, c'est pas un objectif en soi-même. C'est la différence entre le moyen et l'objectif, c'est que ça va nous permettre d'arriver à ce qu'on veut faire. Et c'est vrai que des fois, nous, on se dit, j'ai trouvé un troisième homme, j'ai marqué un point. Et alors que finalement, c'est ce qui va nous permettre de nous rapprocher de la cible, comme tu dis. La logique, ça reste de marquer un but. Et finalement, c'est vrai que on est tellement immergé dans le jeu de position qu'on va être content d'avoir trouvé un troisième homme, d'avoir trouvé de l'amplitude pour pénétrer. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier, c'est ce que tu dis, c'est très juste, c'est que la finalité, elle restera de marquer un but à la fin du match quand même. Oui, tout à fait. Ok. Et je voulais faire un petit focus avec toi sur les sorties de balles un petit peu. Aujourd'hui, on en entend beaucoup parler en France. Il y a une sorte de risque-bénéfice sur les sorties de balles. Je risque beaucoup, mais si on y arrive, on aura un temps d'avance. Mais par contre, si je la perds, les conséquences sont maximales. Selon toi, pourquoi il faut essayer de travailler ce risque en lien avec les avantages qu'on va pouvoir trouver, que essayer de se dire non, il y a trop de risques par rapport aux conséquences que je vais avoir. Pourquoi, selon toi, il faut l'intérêt un petit peu de cette sortie de balle? Personnellement, j'aime avoir la capacité, et en tant qu'équipe, j'aime les équipes qui ont la capacité de gérer le ballon. Et ça, c'est quelque chose de très personnel. Et moi, comme entraîneur, je me sens comment est-ce qu'on dit, satisfait quand je vois que l'équipe, même si l'autre équipe, on nous presse, on est capable de sortir le ballon. Et après, on ne doit pas oublier que nous, comme entraîneurs, comme personne, la façon qu'on sent le jeu, c'est la façon qu'on va entraîner et c'est la façon que notre équipe va jouer. Parce que moi, je crois personnellement que c'est impossible de vouloir que ton équipe fasse quelque chose avec laquelle toi, tu ne te sens pas identifié. Alors, personnellement, c'est quelque chose à laquelle je me sens vraiment identifié et j'essaye, quand je peux, de sortir le ballon. Après, il faut aussi penser où est-ce qu'on a l'espace, comment est-ce qu'on gère et qu'est-ce que le rival nous permet pour progresser et pour arriver le ballon. Pour moi, c'est tout à fait différent quand tu essayes de jouer lent avec un sens, parce que tu pousses l'autre équipe vers l'avant et tu laisses deux personnes là-bas pour qu'ils viennent. Après, hop, tu mets le ballon. Ou je sais pas, si tu crées deux blocs pour mettre le ballon et être capable de gagner le deuxième ballon. Pour moi, ça a le sens. Et cela, pour moi, fait partie du jeu de position ou du jeu d'ubication, ou comme tu veux le parler, parce que c'est tous les médiums. Des médiums, on dit comment Moyens? tous les moyens que toi, comme équipe, tu as pour, comme on dit, arriver vers la cible. Alors, si toi, quand tu as le ballon, tu n'as pas un moyen pour arriver vers la cible, je crois qu'en tant qu'équipe, tu es moins bonne, tu joues moins bien que ce que tu pourrais faire. Alors, c'est cela qui est, ok, moi je crois. Après, je crois pas du tout, je crois que c'est très difficile parce que je vois, il y a certaines personnes qui parlent de dire A, B, C, D en tant que sortie de balle. Moi, je crois beaucoup et on travaillait beaucoup. Et si vous voulez, on peut voir des petites vidéos. C'est la question d'après, c'était la question d'après, c'est ça, vas-y. Comment est-ce qu'on se positionne en tant qu'on tient pressing de l'autre équipe. Mais après, c'est presque pareil que
quand tu fais une structure de jeu, toi, tu mets les joueurs dans les espaces que tu crois qu'ils vont avoir, parce que pour moi, c'est pas du tout pareil attaquer une équipe en 4-4-2 qu'une équipe avec un 5 ou un 6, pardon, et une équipe qui défend avec 5 défenseurs. Je crois que les espaces ne sont pas les mêmes. Alors, si les espaces ne sont pas les mêmes, ton organisation, pour moi, ça ne doit pas être la même. Mais pour moi, la sortie de balle, c'est pareil. C'est comment telle équipe, elle vient avec 2, elle vient avec 3, elle vient avec 4, elle vient un par un, en main. Comment est-ce qu'elle vient? Alors, si elle vient comme ça, moi, je me mets comme ça, et après, tu dois décider. Moi, c'est la question qu'on allait poser juste après concernant comment mettre en place un petit peu ça. Déjà, le jeu de position, comment essayer sur les séances de faire acquérir ce modèle de jeu un petit peu à nos joueurs. Et d'autant plus sur la sortie de balle, où finalement, étant donné qu'on est proche de notre but, le week-end, les émotions sont décuplées parce que si je le perds, c'est but directement. Et du coup, on voit qu'on a des différences de réaction sur la séance où je suis capable de gérer l'environnement, de gérer mes émotions, ma prise d'information elle est bonne. Et le week-end, les émotions sont différentes, j'ai beaucoup plus de peur et du coup on se retrouve à avoir des comportements qui sont différents. Donc toi, est-ce que du coup tu as quelques outils, quelques vidéos, là je sais qu'on peut partager l'écran, pour ceux qui nous écoutent d'habitude juste en audio, vous pourrez pas voir, faudra rentrer à la maison et regarder sur ordinateur, savoir si toi tu avais 2-3 choses à nous montrer. Oui, tout à fait, laisse-moi une petite minute. Je dois faire ça un petit plus petit. Alors, je vais vous montrer plus ou moins comment est-ce que l'année dernière on s'organisait, pas tout le temps, mais normalement. En fait, les organisations les plus souvent qu'on prenait. Après, je te montre des vidéos. Ok, très bien, super. On va voir si on partage l'écran ici. Maintenant, est-ce que vous le voyez? On voit tout, super. Ok, alors. Non, pas comme ça. On voyait bien. Okay. Non, mais sinon, je ne peux pas bouger. Okay, en fait, par exemple, disons que nous, on avait une norme, c'est quand on venait avec 2, on mettait tout le temps une personne ici. En fait, l'année dernière, c'était ceci, mais cette année, on faisait celle-ci. Okay. On mettait tout le temps une personne ici. Si on venait avec 3, on mettait 2 personnes ici. Parce qu'en fait, c'est juste mettre les joueurs dans des espaces. Alors, ce qu'on avait le plus souvent, c'était ceci. C'était, en fait, dans le sang, j'en dis comme ça? Ouais, c'est ça. Comme ça, ou 3-3. Non, alors, normalement, on jouait tout le temps avec 3, alors juste deux ailiers dehors. On ne jouait pas avec un numéro 2, un numéro 7. Alors, on organisait, on mettait central. Normalement, un de ces deux-là, c'était un défenseur central, parce que normalement, on ne voulait pas jouer avec celui-ci. On mettait celui-ci pour juste faire ses joueurs finir. Ouais. Oui, et après, obtenir une passe là-bas. Après, ça dépendait. Par exemple, si on voyait que le numéro 2, normalement, il faisait ce mouvement-là en tant que défensivement, non? Ouais, c'est ça. Alors, on mettait tout le temps une personne ici. Si on voyait que cette personne ne sautait pas, on mettait normalement, on pouvait mettre comme ça, on pouvait mettre genre 5 ici. En fait, l'organisation, c'était un petit peu comment est-ce qu'eux, ils nous défendaient, et après, où est-ce que ça allait être l'espace. Par exemple, un truc qu'on avait fait beaucoup, c'était ceci. On l'appelle en fait triple coïncidence. On l'a fait la première fois contre Real Madrid, parce que eux, ils venaient ici, ils venaient comme ça. Et c'était non, je ne sais pas si c'était comme ça ou c'était de toute façon, mais c'est pas grave. C'était une équipe que ce joueur-là, il faisait un grand effort, mais ces joueurs-là, l'effort n'était pas trop grand. D'accord. Alors, une fois qu'on avait trouvé cette passe, un joueur venait ici, un autre joueur venait ici. En fait, on pouvait même essayer de trouver cette passe-là, mais on était 3. On était 3 normalement contre 2. Alors, on pouvait sortir. Ce qui passait, c'est quand on avait fait ça 2 fois, il faisait ça. D'accord. Alors, le passe était ici. En fait, c'était juste essayer de se trouver des petits moyens
pour essayer d'être capable de construire les attaques du début. D'accord. Et Alors, ici, je te coupe pas longtemps, c'est tout l'intérêt pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Là, tu as montré un moyen d'être protagoniste dans le jeu, c'est-à-dire que l'équipe me pose un problème, elle vient nous chercher à 3 devant, et bien nous, en réponse à ça, on se positionne d'une telle façon pour que eux créent une réponse qui nous permette à la fin de conserver cet avantage. Et je pense que tu as montré un très bon exemple qui va certainement parler à beaucoup de monde. Je pense vraiment que ça va parler à beaucoup de monde. Pas de souci, regarde. Et maintenant, en fait, dans cette vidéo-là, je crois qu'on voit, Ouais, tu vois, on voit très bien. ici tu vois deux, ce joueur-là, il devrait être ici, mais il s'était en train de positionner, mais on voit qu'on a pu trouver cette passe-là. D'accord. Ah, super. Ici, pareil, cette année-là, on voit ces deux-là. Ce joueur-là, peut-être il devait être un petit peu plus ici, mais celui-là, il a vu l'espace. Vraiment, ça c'était une passe risquée, mais après, quand tu vois, regarde, Bien sûr. dans deux passes, tu attaques contre 4. Ça, c'est pareil. Ça, c'était la norme, tu vois. Central, ce gars-là, il venait ici. Ce gars-là, en fait, ça, c'était le 5. Ça, c'était le 6. Il voyait. Ça, c'était le latéral, qui normalement, il rentrait. On laissait ici l'ailier. Hop. C'est certain qu'on a bien fait. Après, ici, on a... Ici. Ça, c'est contre Atletico. Il venait pas. En fait, certaines fois, c'est ce qu'on parlait avant. Il y a des moments que, même si ici l'avantage est ici, notre réponse c'était aussi de lancer. Mais après, hop, on gagnait deuxième, et on était changé. Alors, c'est d'avoir les moyens pour comment est-ce que maintenant, tu vois, on a la balle en arrière, mais la réalité, c'est qu'on a le ballon avec beaucoup d'espace. D'accord. En fait, c'est vraiment ce que tu... Comment dire? Déjà, merci beaucoup là d'avoir partagé toutes ces vidéos. C'est vous. Parce que je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Julien, je crois que tu as une petite question pour Bryce. Ouais, Bryce, j'ai une question, parce que tout à l'heure, tu parlais d'organisation, de joueurs capables à s'adapter à l'organisation. Et moi, la question que j'avais, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tes joueurs, sans que tu leur dises quoi que ce soit, ils sont capables d'eux-mêmes de changer d'organisation, de changer de système, parce qu'ils ont vu qu'en face, l'adversaire faisait ça, ou qu'ils ont vu qu'ici, il y avait une possibilité à exploiter? Regarde, moi, j'ai une anecdote. Que ça s'est passé l'année dernière et ça donne une très bonne réponse à cette question. En fait, ici en Espagne, pour expliquer un petit peu, les U19 ont fini très merde, le mot très tôt. En mai. Oui, on finit très tôt. J'ai oublié. On finit très tôt la compétition dans les plus hautes. Parce que les champions et après les deux premiers, ils jouent la Coupe du Roi et ils jouent un trophée de champion. Okay. Et alors, c'est des compétitions qui finissent très tôt. Alors, chaque région, elle fait des compétitions avec les équipes des deux plus hautes catégories. Ça s'appelle la coupe de fédération. C'est une coupe... normal qui joue. Alors, nous, cette coupe-là, quand on avait fini, et plusieurs parties de joueurs, ils étaient déjà dans la première équipe. Il y avait des autres joueurs, celui de deuxième année, qu'ils avaient les examens de baccalauréat. Alors, on s'entraînait 15 jours. Parce qu'en fait, on avait déjà fini la saison. Imagine, en mai, et 4 heures de l'après-midi, tu peux imaginer la chaleur qu'il fait. Et du coup, en fait, les joueurs qui promotionnaient dans la première équipe, ils étaient déjà en dynamique de première équipe. Les joueurs de première ou deuxième année, ils étaient en train d'étudier. Alors, on entraînait juste 15 jours et certains, ils ont entraîné un petit peu avec la deuxième équipe, avec les U18. Mais en fait, on s'entraînait pas. On a, dans cette coupe-là, on est arrivé en demi-finale. On a gagné 2 équipes de DH. En fait, DH, c'est la plus haute, nationale, c'est la deuxième plus haute. Nous en étions en DH. Parce que on jouait. En fait, tu voyais les équipes que, en fait, tu nous voyais, nous, on sentait qu'on n'avait plus besoin de dire quoi que ce soit.
L'autonomie. Moi, je sentais oui, même les entraînements, c'était y aller une fois à la semaine, tu vois. Mais après, par exemple, je me souviens d'un match avec les Ranes, l'équipe de première division. Chez nous, ils ont commencé à presser haut, mais à la fin, ils sont partis dans un bloc bas parce on avait l'organisation si systématisée dans nous que sans rien dire, on savait où est-ce qu'on devait se poser. Ça prenait beaucoup de temps, ça prenait beaucoup d'insistance de maintenant tu dois être là, maintenant tu dois être là-bas. Mais une fois que tu comprends, et cela, ce n'est pas du tout facile, ce n'est pas du tout évident, parce que après la vérité, c'est qu'en décembre, janvier, quand on devait être un petit peu plus efficace en tant que compétition, on n'a pas été parce que la pression est jouée à ceci. Quand la pression est plus haute, c'est plus difficile. En fait, tu dois faire un nombre plus haut de choses pour arriver au but. C'est pas comme. Et alors ça prend un risque aussi. Et on l'a pas bien fait. Mais une fois que la compétition, en fait, on a fait 6, 7, 8 mois d'entraînement, les joueurs, ils sentaient, c'était en fait à base de répéter, t'entraîner 5 jours cette semaine, les matchs, t'entraîner, jouer, et jouer avec tous tes coéquipiers. À la fin, tu te connais. Tu connais ce que lui est capable de faire, tu connais ce que lui, où te donne la passe, tu te connais où est-ce que lui. Cela, en fait, ça se construit avec du temps. Alors là, pour moi, la réponse c'est oui. Une fois que tu as construit cela, ils ont la capacité de s'organiser. Julien. Ok, ouais, c'est très juste. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, j'ai une deuxième question qui est un peu plus technique, on va dire. Ça serait par exemple pour te demander, quand tu es en séance, pour toi, s'il y a une chose que tu dois faire, c'est quelle chose qui va te permettre justement de cultiver le plus ce genre de choses chez tes joueurs? Qu'est-ce qui va te permettre de leur permettre ça, quoi? Pour moi, le plus important, c'est de jouer. Et que le joueur sache ce qu'il doit faire pendant le jeu. Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance quand j'entraîne, d'avoir un bon nombre de personnes dans le staff. Alors, chaque personne, par exemple, comme on travaille nous, chaque personne a un foco. En fait, doit focaliser doit focaliser dans un comportement. Et par exemple, l'année dernière, on avait un gars, un Canari, qui venait des îles des Canaries. Techniquement, il était extraordinaire, mais il voulait jouer en 8. Mais, à notre avis, en 8, il ne nous donnait pas ce qu'il devait et il pouvait avoir beaucoup plus d'influence dans le jeu en jouant 6. Mais pour nous, le 6 doit tout le temps être derrière le ballon en donnant des appuis. En fait, oui, tu joues au jeu quand les défenseurs centrales ils ont le ballon, mais une fois que le défenseur central n'a pas le ballon, tu dois jouer en appui. Alors, on a mis le deuxième entraîneur, oui, c'était le deuxième entraîneur, avec lui pendant 2 semaines. Chaque fois qu'il partait, hop, toi là. Et pour moi, ceci, c'était l'entraînement le plus spécifique qu'il peut y avoir. Tu as une personne en train de te corriger pendant le jeu de toute façon. Après, ce jour-là, l'année qu'il a fait, c'était quelque chose de très, très, très top parce qu'il avait compris où ce qu'il devait être. Et quand tu as la compréhension du jeu et des capacités techniques méga top, tu as des joueurs très bons. Si tu veux, Julien, aussi, regarde, je crois que je peux partager comment les séances de l'année dernière, ou de cette année. Avec grand plaisir. Oui, comment est-ce que. Je crois que je l'ai ici. Voilà, là, c'est une petite. C'est vendredi. Alors pendant que tu cherches là, pour ceux qui, je sais qu'il y en a qui nous écoutent en audio là, ce sera l'occasion encore une fois de regarder sur l'écran pour ceux qui écoutent en courant ou dans la journée, de regarder sur l'écran un petit peu les vidéos que Bryce nous met. C'est la première fois justement là qu'on a l'occasion d'avoir un partage d'écran, donc je te laisse la parole là-dessus. Est-ce que vous pouvez voir? Oui, très bien. Alors, oui, parfait.
je sais pas si les personnes qui entendent et comprennent l'espagnol, mais ici, en fait, on mettait juste les phases du jeu, offensive, défensive et transition. Ici, Gonçal, c'est un des entraîneurs. Comportement Alcalá, c'est l'équipe à laquelle on faisait face. Alors, elle était avec l'équipe qu'on jouait en train de corriger et leur demander qu'ils font ceci parce que c'est les comportements qu'on avait entraînés cette semaine en tant que pour jouer contre eux. Et après, Bardera et ici, José, c'est pas mis, c'est les autres deux entraîneurs. Ils disaient ce qu'ils devaient faire. Alors, par exemple, offensivement, son rôle, c'était juste de corriger les structures, de bien être ici. Défensivement, corriger que le milieu défensif, il devait aller dans le deuxième ballon parce que c'était une équipe genre Atalanta qui jouait très, très, très verticalement. Il mettait la balle dans le terrain, il pressait. Alors, on devait savoir que devait gagner le deuxième ballon. Et vite, c'est ça, en transition offensive, sa carte de son action, c'est sortir la balle de la zone de pressing. Alors, par exemple, cela, c'est comme on travaillait. Après, on faisait des autres exercices, des autres exercices avant. Mais le plus important pour moi, c'était le jeu, le contre 11, parce que c'est là où on était capable de tout ce qu'on avait communiqué, tout ce qu'on avait entraîné avant, de le faire voir pour le joueur et d'avoir une personne en train de te corriger, de demander ce qu'il faisait. C'était pour moi un travail très, très, très spécifique. D'accord. Et du coup, on vient de voir ce que nous a montré que vous aviez une part de travail par rapport à l'équipe que vous rencontriez le week-end, c'est ça ? Tout à fait. Donc, pour moi, c'est... Justement, en termes de, pas de pourcentage, parce que nous, en France, on aime bien dire tac et tac, mais comment ça s'organise en fonction un petit peu des catégories sur ton club, à partir de quand on commence à travailler sur l'adversaire, à partir de quand, par exemple, sur ta catégorie, est-ce qu'il y a un pourcentage entre notre modèle de jeu et l'adaptation qu'on fait à l'adversaire ? Pour moi, s'adapter à l'adversaire, c'est quelque chose d'inhérent au jeu. Tu ne peux pas jouer sans t'adapter à l'adversaire parce que l'adversaire est là. Bien sûr. Après, si tu me dis quand est-ce qu'on doit, dans mon opinion, s'adapter d'une façon avant de jouer à l'adversaire, moi je te dirais que pas plus que 16-17 ans. Parce que je crois que si tu leur dis ce qu'ils vont avoir en face, tu enlèves leur capacité de justement essayer de tester ce qu'ils ont en face. L'autre jour, je sais pas qui est-ce qu'il disait, je me souviens plus, je crois que c'était dans un interview à Louis van Gaal, je suis très, 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 très certain de ça, il y avait un entraîneur qui parlait de Magic Johnson, le joueur de basketball, il jouait, comment est-ce que quand il commençait à jouer, il essayait de tester le défenseur pour voir comment est-ce que ils répondaient en tant que défense. Alors moi, je faisais une feinte, et pour savoir si le défenseur allait me venir à droite ou à gauche, parce que après, dans les moments finaux, après le comportement humain, normalement, tu donnes les réponses que tu te sens plus à l'aise avec elles. C'est un petit peu dur de l'expliquer en français. Alors, quand Magic Johnson il avait le ballon, les derniers moments, il savait ce que l'autre adversaire il allait faire. Parce que la vérité, c'est que l'homme, le humain, il tend à se comporter dans des façons entropie. On dit, ça s'appelle, non ? Ça s'appelle entropie. En français, on dit pareil ? Pas forcément. Comment dire ? C'est-à-dire que l'homme, il va fonctionner sur ses préférences un petit peu, sur là où il est son modèle moteur. Je ne sais pas vraiment comment dire, mais en fait, dans des moments de grand stress, toi, tu vas essayer de te comporter comme avant, tu as été efficace. C'est ça. Alors, si toi, comme entraîneur, comme joueur, tu es capable de réellement tester l'adversaire et essayer de regarder et de voir comment est-ce qu'il va répondre, ça te donne un grand avantage. Un grand avantage. Alors moi, je dirais de ne pas le faire dans des années de formation. Après, moi, je m'adaptais toujours au rival. Toujours au rival. Mais ma pré-saison, on dit comme ça, c'est ça. La pré-saison, ils étaient tout le temps, on s'entraînait en 2 ou 3 structures défensives, 2 ou 3, et après,
3 ou même 4 structures offensives. Mais après, structure offensive, ça veut dire quand on joue avec deux personnes sur les côtés, quand tu joues avec une personne sur le côté, quand tu joues avec une pointe ou 2 pointes, quand tu fais 1-2, 1-2-1, quand tu fais 3-2 au milieu, quand tu fais sortie 3 ou sortie 2. Alors, c'est vrai qu'au début, leur tête, ils étaient... parce que c'était toutes les journées 11 contre 11 avec ce système-là. 11 contre 11 avec ce système-là. C'est vrai qu'on faisait beaucoup 11 contre 11. Mais après, dans la semaine, pour eux, changer de système, changer de structure, c'était quelque chose de très habituel. Très habituel. Et du coup, pour répondre à ça, si je peux... On voit Non. Si, c'est bon. C'est bon. Et je crois qu'on va le voir. Hein, ici. Par exemple. Hop. On voit. Ça c'était le document qu'on leur montrait. C'était ici, on mettait les noms, les prénoms. C'était comment est-ce qu'on défendait et comment est-ce qu'on attaquait. Si tu vois ici, LTI, c'est le défenseur gauche. Quand on avait le ballon, il devait venir ici. Et pareil, ici, regarde, tu vois, c'est l'ailier droit. Quand tu avais le ballon, l'ailier droit, il devait venir ici. Le défenseur droite, il devait avoir des comportements comme des ailiers. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on faisait ça? Parce que, comme on t'avait dit, pour moi, si tu as une équipe qui te défend, cette équipe, c'était comme ça. C'était vachement agressif. C'était en le songe ici. Si tu as une équipe qui défend ici, comme ça, les oranges, plus ou moins, c'est pas pareil si on défend ici que on te défend ici, comme ça. Pour moi, des espaces, ce ne sont pas les mêmes. Alors, c'est vrai que nous, plus pour un sentiment personnel, normalement, on sortait tout le temps de 3 parce que c'est quelque chose que moi, comme entraîneur, ça nous donnait beaucoup de sécurité. Mais après l'organisation, si on jouait comme ça, on allait tout le temps essayer de mettre une personne ici en numéro 10, tout le temps. Hein, il m'en manque un, non? Il m'en manque un. On pouvait essayer ceci, on pouvait essayer même comme cela. Ça dépendait aussi des joueurs qu'on avait. Ça dépendait aussi des joueurs qu'on avait. Mais ce jour-là, ce qu'on voulait, si on avait... il m'en manque un, non? Non, il est ici. Il est ici. C'est ici le songe. Alors, ce qu'on voulait, c'est mettre 3 personnes ici, avoir un de plus ici, 3 contre 2, après, hop. C'est ça. On voulait avoir 6 personnes en avant, parce que cela, il venait comme ça, directement. Alors, on trouvait facilement cette passe-là ou l'autre. En fait, en faisant le terrain très ouvert, très ouvert, amplitude, ouais. Ces gens-là, ils n'arrivaient pas. Et après, là, on demandait même celui-ci de faire cet appel. Et en ayant 3 ici, ils n'arrivaient jamais. Ils devaient y aller un contre un. Alors, on trouvait même des passes avec le numéro 10, ce numéro-là. C'est pour ça que même en avant 6, mais oui, 6 en début du jeu, on était on trouvait très facilement ces passes-là. Mais il y a des autres fois qu'ils venaient juste avec 2, alors on avait juste besoin des 3 et du milieu, et après, hop, les autres, ils devaient ici. Et on faisait celui-là. Et après, pour les... Comme ça, hop. Pour les joueurs, c'est pas si différent, parce que en fait, toi, tu joues. En fait, et nous, on mettait ce joueur-là en sachant que les capacités que lui, il avait. Alors, pour lui, c'est presque pareil s'il doit jouer ici ou doit jouer ici. En fait, c'est lui-même. Il doit jouer, mais en respectant cet espace-là ou cet espace-là. Je ne sais pas si plus ou moins je me suis... Bien sûr. Non, mais je pense, pour ceux qui ne nous voient pas, c'est tout l'intérêt
d'avoir une structure qui nous permet d'être sur nos avantages, de sortir à 3, ça nous permet d'être sur nos avantages. Et après, par contre, d'avoir peut-être un petit peu de variabilité sur est-ce qu'on est en amplitude, qu'est-ce qu'on va faire, et finalement de travailler ça, je pense que sur ta reprise, c'est ce que tu disais. Nous, en France, on parle tout le temps de système et pas de structure. Et c'est là où travailler différentes structures sur la reprise permet à tes joueurs, je pense, de voir tout un tas d'informations et de mieux s'adapter le week-end. Moi, ce que je voulais te dire et te poser comme question, c'est que comment tu travailles sur le côté finition. C'est-à-dire que nous, en France, on a le jeu de position, on a des équipes qui sont très bien, très très bien jusqu'au milieu de terrain. C'est un jeu où les joueurs sont en place. Et après, on va dire, sur l'autre moitié de terrain, c'est la création, c'est la liberté, je vous laisse, on fait rien, déplacez-vous, etc. Et je voulais savoir, toi, comment tu travailles sur les comportements un petit peu offensifs. Alors, pour moi, le tout premier, c'est savoir que la façon sur laquelle toi, tu t'organises ou tu progresses, ça va donner des procédements de finition un ou autre. Alors, si tu es capable de progresser le bloc compact, le bloc compact avec beaucoup de positions, ça, tu ne vas pas du tout avoir d'espace de milieu. Généralement, tu vas devoir finir par les côtés. Finir par les côtés avec des centres, tu dois voir comment tu es le défenseur central. Peut-être que tu dois faire des passes en retraite. Comme on dit dans le jeu de position, voyager ensemble en France, Biarra Juntos. Oui. En France, Bien, on dit voyager ensemble, c'est ça. Si peut-être tu fais un jeu plus genre Liverpool, plus ouvert, pas de transition, mais plus vertical, la finition, ça va être tout à fait différent. Tu vas peut-être être capable de jouer, de chercher tes joueurs de plus en avant en jouant en face de jeu, pas en deux. Alors moi, ce que j'ai essayé de faire, parce que c'est vrai que l'année dernière, surtout, même si on était une équipe qui essayait d'avoir le ballon, la vérité c'est qu'on encassé très très peu de buts, mais on marquait très peu de buts aussi. C'est quelque chose de particulier. Alors, on a essayé, on a fait une petite étude de comment est-ce qu'on peut catégoriser les buts. En fait, pas les buts, les moments de finition. Juste tout moment précédent à la finition. Alors, on a vu qu'il y a trois façons de finir. Une, c'est les centres. L'autre, c'est finir contre les espaces de ligne défensive. Nous, quand on parle d'espace, pour moi, chaque défenseur a 4 espaces à sa conquérir. Il y a le dos, il y a les côtés, il y a en face. Et comment est-ce qu'il se comporte? Parce qu'on parle beaucoup de chercher le dos des défenseurs. Mais certaines fois, si tu trouves un petit peu d'espace en face de lui, hop, tu vas avoir le temps de finir. Alors, finir contre ces espaces-là ou finir avec un ballon au dos. Ouais. Oui, en fait, juste, on appelle les premières lignes, parce que quand on parle de finition, moi je parle de juste la moment précédent ou tir au but, le moment précédent. Alors, comment est-ce que ce moment pouvait venir? Il pouvait venir d'un centre, pouvait venir d'avoir trouvé des espaces dans la ligne défensive, ou on pouvait venir d'une passe en profondeur des défenseurs centrales, numéro 6, au milieu qui avait venu. Alors, une fois que l'on connaît cela, moi, je ne sais pas si vous avez vu, je ne l'ai pas ici, une vidéo, une annonce, qui a des personnes qui se passent le ballon, et on demande de dire combien est-ce que fois les personnes ont fait des passes. En fait, ouais. Moi j'aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup ces vidéos parce que pour moi, cela, c'est les équations de but. Parce qu'on est très censé à jouer, à avoir le ballon, à progresser, qu'il y a beaucoup de fois qu'on manque des avantages réels. On manque beaucoup des avantages réels. Alors pour moi, c'est le premier pas, c'est l'identification des avantages. Et après, une fois que tu les identifies, tu vas pouvoir les finir. Ça, la vérité, c'est ce que on a obtenu de la petite recherche.
j'ai pas pu le mettre en place encore parce que dès là, j'ai pas entraîné et j'ai pas réussi à le faire. Ça, c'est aussi la vérité parce qu'après marquer les buts, c'est le plus difficile. Ok. Est-ce que dans la mise en application sur les séances, sur la semaine, comment tu travailles du coup ce côté un petit peu finition? Tout le monde travaille la conservation, l'amplitude, la recherche d'intervalle au travers des jeux de position, au travers des jeux de progression, mais la finition, qui finalement, nous en France, on a créé une cellule spécifique attaquant à la fédération, où on va travailler la finition, mais sur quelque chose un petit peu d'arrêté, sans opposition, deux passes, sans de frappe, et comment on peut travailler cette finition d'un point de vue plutôt systémique? Comment toi tu travaillerais cette finition d'un point de vue un petit peu plus systémique? Moi personnellement, si je suis j'ai raison, je sais pas si je l'ai, dans les façons que tu peux finir, moi je serais ma première préoccupation, c'est de faire que mes joueurs connaissent ces trois façons-là de finir. Comment est-ce que tu peux le faire finir? Tu peux le faire avec des vidéos, tu peux le faire avec des exercices analytiques en tant de montrer ça. Tu peux le faire avec une planche tactique, tu peux le faire de plusieurs façons. Mais le premier truc que je voudrais bien, c'est les faire conscients de comment est-ce que tu peux finir. Un petit peu cette vidéo du singe là, non? Et être censé être capable d'identifier les avantages qui vont te permettre de finir. Parce qu'en fait, si on peut arriver au but avec une passe, on ne va pas mettre 30 si avec une. On peut arriver dans des bonnes conditions. Mais pour arriver dans une passe et des bonnes conditions, je dois identifier le monde parce qu'il y a un entraîneur qui avait des portes qui s'ouvrent et se ferment. Alors, je dois essayer d'identifier quand est-ce que la porte est ouverte et quand est-ce que pas. Après, en fait, la progression, comment est-ce que je le ferai? Je le ferai beaucoup en tant que du jeu, des petits contextes. Si tu veux finir, c'est sûr que tu dois avoir une ligne défensive. Tu dois avoir, pour moi, quelque chose que c'est pas du tout réel et j'aime pas beaucoup, c'est quand on fait des attaques-défense et en fait les attaquants, ils ont pas du pressing dans le dos. Alors, si tu as pas un pressing dans le dos, tu n'es pas en train d'être spécifique. Alors, comme on t'en parlait au début, pour moi, c'est plus comprendre comment est-ce qu'on apprend, qu'est-ce que tu veux apprendre, et après, essayer de le mettre en place dans des jeux. Et dans du jeu, et faire le joueur vivre cette expérience-là. D'accord. Je pense qu'on est en phase avec ce que tu dis avec Julien. Ce sera notre dernière question. Après, on te posera des questions sur un petit peu est-ce que tu as des lectures à conseiller en espagnol ou en français? Peut-être plus en espagnol. Est-ce que tu as des lectures à conseiller? C'est la toute dernière question qu'on te posera et si tu as un conseil à donner aux éducateurs. Mais avant, on en parlait un petit peu en préambule de cet entretien. On parlait du constat qu'on faisait en France où on a trop appris à nos joueurs à gagner, du coup maintenant on commence un petit peu à les former. Toi tu nous disais que du coup en Espagne, justement on a beaucoup formé nos joueurs, et que quand maintenant on les lâche dans un contexte de compétition, on ne trouve pas forcément ces joueurs-là qui sont capables de gagner, de rajouter les petits pourcentages en plus. Et comment toi tu te positionnes au niveau de la formation pour apprendre la compétition, apprendre à gagner avec les joueurs? Pour moi, le plus important, c'est le jeu, et de comprendre le jeu. Et bien comprendre le jeu, ce qui nous dit le jeu, en termes de sa logique interne. Je ne sais pas si... bien sûr, on le dit. Alors, certaines fois, quand on entraîne, on oublie la logique interne. La logique interne, quand on parle de gagner, ce n'est pas parce que moi, je suis plus compétitif que personne. La vérité, je crois que je ne suis pas une personne très, très compétitive. Mais le jeu me dit que l'équipe qui met le plus de buts, c'est l'équipe qui gagne. Alors, et quand on joue, c'est parce qu'on veut gagner, parce que c'est quelque chose inhérent à l'humanité et à le jeu. Alors, ce n'est pas oublier ça. Après, comme moi je forme, moi en tant que formateur, je comprends la formation comme donner des outils aux joueurs pour essayer de chercher la gagne.
Alors moi, avec les outils que j'ai, je vais jouer contre toi et j'essaye de te gagner. Est-ce que je suis capable de te gagner? Oui, je te donne la main, merci beaucoup d'avoir joué et on continue. Est-ce que j'ai pas été capable de te gagner? Pareil, je te donne la main, merci beaucoup d'avoir joué et on continue. Et on réfléchit, même si je gagne ou je gagne pas, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait. Moi, il y a un match que l'année dernière, je parle souvent de lui, on a perdu 3-0. 3 ballons, 3 coups de pied arrêtés. Et en termes de réalisation du jeu, c'était peut-être un des meilleurs jours. La vérité, c'est qu'on a si bien joué qu'on a oublié une autre phase du jeu, c'est le coup de pied arrêté. Et cette phase-là nous a fait de perdre. Mais la vérité, c'est qu'on a bien joué. Il y a un autre jour, c'était un match vraiment important pour nous. Si on ne gagnait pas, on pouvait avoir des petits problèmes. Et on a joué heureusement, et très mal. Très mal, mais on a gagné. Et quand est-ce qu'on a joué mieux? En fait, c'est comprendre ça. C'est comprendre qu'en formation, tu dois bien focaliser en que les joueurs soient conscients de ce qu'ils ont fait bien, ce qu'ils ont bien fait. Dans des catégories plus hautes, obviously, moi j'étais plus content le jour que j'avais gagné, parce que sinon c'était un match qu'on devait gagner. Mais la vérité, c'est que, en fait, toi, tu as des outils avec lesquels tu essaies de gagner. Et pour moi, la formation, l'entraînement, c'est de donner des outils. Et la psychologie, et comment est-ce que toi, en tant que personne, tu es capable de faire face à des situations difficiles, c'est aussi des outils. Parce que si moi, les jeudis, je suis le meilleur joueur au monde, je fais des tonnes, des petits ponts, je mets 4 buts dans l'entraînement, mais après, quand je vais jouer, et il y a un défenseur qui me dit quelque chose, qui me donne un coup, que je me fais caca, alors là, j'ai pas des outils pour faire face à ça. Et ça, c'est la réalité. Et ça, c'est de la formation aussi. Et tout l'intérêt de se former aussi d'un point de vue d'éducateur, pas seulement sur la pratique football, mais sur l'intelligence émotionnelle, sur la gestion psychologique du joueur. Et en effet, si nous, en tant qu'éducateurs, nous n'avons pas les outils à donner aux joueurs, qui va les donner aux joueurs? Le jeu ne donnera pas, le jeu donne tout, mais il donne pas les outils pour, mais il ne donne pas les outils aux joueurs pour réussir à performer. Et je pense que ce que tu dis est très juste, et aujourd'hui, c'est aussi peut-être un manque chez nous, dans nos éducateurs, c'est d'être capable d'avoir tous les outils, pas que techniques, pas que tactiques, pas que physiques, mais avoir les outils qui englobent la pratique. Encore une fois, comme le joueur est global, des outils psychologiques, des outils de relaxation peut-être. Et finalement, c'est ce que je lis dans ce que tu nous dis, c'est que finalement, il n'y a pas que les outils du jeu qui vont aider le joueur à la fin, quand il va sortir de sa formation, à devenir un joueur de football qui peut faire gagner des matchs à une équipe à un grand niveau. Ah oui, c'est ça la vision systémique. C'est comprendre que la personne, elle est dans un autour, et c'est un tout. C'est pas juste moi comme joueur, c'est pas seulement ce que je suis capable de faire avec mes pieds, ou même de décider ce que je dois faire, c'est comment est-ce que moi je me relationne avec ce que j'ai autour de moi. Alors, c'est pour ça que chaque fois il y a beaucoup plus de professionnels autour de l'entraînement. Pour ça, il y a des psychologiques, il y a pour ça des préparateurs physiques, parce que les outils qu'on peut entraîner pour faire face à la compétition, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et après, en fait, la science nous dit que si tu manges mieux, tu vas avoir plus de possibilités de réussir. Si physiquement, tu es dans une conditionnellement, t'es bien, tu vas avoir plus de capacité pour aussi psychologiquement, et comme tout cela, être bien physiquement, peut-être que ça va influencer en comment faire. En fait, c'est un tout. Ouais, c'est un tout, et c'est comprendre ça, et toi comme entraîneur, c'est comprendre cela et comprendre comment est-ce que depuis ton rôle, tu peux aider aux joueurs à avoir plus d'outils pour être plus effectif dans le jeu. Alors, c'est comprendre cela. Je crois que ce que tu nous dis est vraiment riche, très sincèrement. Et j'ai exactement le même ressenti que sur les podcasts d'avant. On aimerait en parler 3-4 heures, mais en effet, son format,
son format, le format qu'on s'impose sur les podcasts, on essaie de couper au bout d'une heure. La question qu'on va te Moi, je poser. pourrais rester ici Bah ouais, 2 heures. bien sûr. La question qu'on va te poser, et j'invite un petit peu les gens qui seront dans les commentaires, ils peuvent t'envoyer peut-être un petit truc sur Twitter, Bah oui, etc. mais les Je réseaux pense qu'ils sont... sociaux, ils sont ouverts et Voilà. moi, je Donc je suis bien pense que content de partager. je pense qu'il y a beaucoup de monde qui souhaitera partager avec toi là-dessus. La question qu'on va te poser, c'est après on te parlera d'un ouvrage. Serait quoi le conseil que tu donnerais à un jeune éducateur aujourd'hui, un éducateur qui a joué un petit peu au foot, qui commence à entraîner, qui commence déjà à avoir un petit peu ses idées? Serait quoi le conseil que tu donnerais à cet éducateur-là? Ouf, je sais pas si je suis, en fait, donner des conseils. Maintenant, je suis aussi un jeune éducateur. Hmm. Mais moi, je dirais que 2 trucs. Premier, qui regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup de foot. Mais on a un mot ici en Espagne que c'est, quand on dit de regarder le foot, il y a las vacas de Lezama. C'est les vaches de Lezama, c'est l'ancien d'entraînement de l'Atlético de Bilbao. C'est tout à côté des vaches. Il y a des vaches. Alors, quand on dit regarder le foot, on dit que les vaches de Lezama, ils ont aussi regardé beaucoup de foot. C'est pas juste regarder, mais c'est regarder, couper des vidéos, stopper, dire pourquoi est-ce que lui il fait ça. Ça en premier. Et deuxième, lire beaucoup. Et lire beaucoup, peut-être pas autant de publications spécifiques de foot, mais qu'est-ce qui est autour la personne et le joueur et l'apprentissage. Si, comme on t'en avait dit, en fait, moi, toujours dans les classes de méthodologie, je commence jamais à entendre parler de global, d'analytique ou quoi que ce soit. Je commence toujours en train de parler comment est-ce que la personne apprend. Parce que si on est conscient de comment est-ce que la personne apprend et on connaît le procédement d'apprentissage, comme ça, on va savoir quand est-ce qu'on doit utiliser un outil ou un autre. Quand est-ce qu'on doit faire cet exercice-là, quand est-ce qu'on doit montrer une vidéo, quand est-ce qu'on doit faire des exercices analytiques, quand est-ce qu'on doit faire rien du tout et juste les laisser jouer. Alors pour moi, c'est le plus important. Comprendre le pourquoi des choses et c'est poser des questions et essayer de les répondre par toi-même. De les répondre par toi-même. Parce que si tu prends les réponses des autres, obviously, tu dois les prendre, mais ne pas les prendre et les acquérir comme un dogme. On dit dogme. Ouais. Ne pas les acquérir comme ça, sinon réflexionner et dire oh, j'aime bien ce que celui-là a dit, mais j'aurais changé cela. Alors, si je suis quelqu'un pour donner un conseil, moi, je donnerais celui-là. Très bien. Et avant de donner la parole à Julien sur la fin, est-ce que tu aurais une ou deux lectures à conseiller, que ce soit en espagnol ou en français, une ou deux lectures dans le sens de ce que tu viens de dire, un petit peu qui, toi, t'ont aidé dans ta démarche d'éducateur, qui, toi, t'ont aidé à un moment donné dans les connaissances, dans l'ouverture d'esprit Oui, il y a beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, pour commencer, je dirais 3 bouquins qui sont très bien. Je dois les dire en espagnol. Oui, vas-y, on mettra le lien en dessous. En fait, c'est celui de Dani Rindos, Una visión metodológica. Il explique, pour commencer, comment est-ce que ce procédement d'apprentissage fait. Il y a aussi un de Alex Ortiz. Je me souviens pas le nom. L'entrenador en busca de sentido, ¿no? El entrenador en busca de sentido. Lui, il est directeur de méthodologie à Vitorul. C'est un gars vraiment top. Et c'est un bouquin très, très simple à lire. Et c'est un bouquin top parce qu'il est capable de prendre beaucoup, beaucoup de contenu très scientifique, très révisé et les faire très accessibles. Pareil, celui de Ivan Rivilla, de 30 hábitos. Alors, pour moi, pour commencer, cela, c'est 3 top. Après, celui de Rafa Paul est vraiment, la vraiment préparation top. physique. Et hors du foot, moi, je dirais 100% pensée rapide, pensée lent. Je ne sais pas si l'on dit comme ça. Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman. Et Focus de Goleman. Ces deux-là, en tant qu'apprentissage, c'est vachement important, je crois. Bah écoute, c'est top ce que tu dis parce que c'est
c'est des ouvrages qu'on évoque plus ou moins sur la page Contrôle Pass, qu'on a eu avec Pierre, justement, les ouvrages de Danny Guindos. J'invite les gens à aller voir le compte de Pierre, de Pierre Mazet sur Twitter, c'est Parlons Football, la vision systémique, parce que c'est des livres qui sont traduits, que Pierre a traduit des passages du livre, ce qui permet de voir un petit peu, de se faire une idée. Il a aussi, comme dans les commentaires du podcast qu'il nous a fait, il a présenté un petit peu quelques résumés de livres en espagnol. Et pour l'avoir lu, le livre de Danny Guindos, pour avoir lu les trois, c'est des livres en plus qui sont accessibles, même si on a un espagnol qui n'est pas très très développé, c'est des livres qui sont quand même accessibles, même celui de l'adjoint de Moreno, Danny Guindos, qui sont imagés, il y a pas mal de schémas, il y a pas mal d'exercices à la fin, la moitié c'est beaucoup d'exercices. C'est des livres sont faciles à lire. Ouais, je pense que ça peut aider tout le monde. On essaiera de mettre tous ces livres en lien dans les commentaires. Julien, je sais pas si tu as une réaction un petit peu sur tout le podcast, quelque chose à nous dire. Mais moi, du coup, Bryce, j'étais très content de faire ta connaissance. Voilà, tout ce que tu as pu dire, notamment sur le joueur, sur sa capacité à s'adapter au jeu, et puis même après ce que tu as pu dire par rapport aux entraîneurs et ce besoin d'aller finalement avoir des compétences sur ce qui touche l'humain. Je pense que c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, le podcast qu'on a fait aussi avec Thibaut Leplat en témoigne. Bien sûr. Donc, j'étais vraiment très content de pouvoir écouter, parce que finalement, aujourd'hui, j'ai vraiment eu ce rôle d'écoute. Et j'espère que la plupart des entraîneurs qui nous écouteront auront des outils qui leur permettront de s'améliorer grâce à toi et grâce à la communauté, quoi. Voilà. Merci beaucoup.